Elle a fait ses spaghettis, elle a des l'Italiana. Elle a fait ses poplaki, elle a fait des Santé. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a tout qui part en vrille. Bah oui, par exemple, là vous avez les paysans en ce moment qui se révoltent et qui se font enculer en même temps par l'un des plus gros syndicats d'exploitants agricoles. Oui, parce que, en fait, la FNSEA défend tout sauf la paysannerie. Il ne faut pas confondre l'agriculture et l'agro-industrie. Hein. C'est un business, l'agro-industrie. Donc il y a tout qui part en couille, hein, l'éducation, la santé, la police, la justice, enfin bref, c'est un vrai champ de ruines. Et il y a un point commun entre tous ces secteurs qui s'effondrent, c'est qu'ils sont tous victimes de la même chose. C'est qu'ils obéissent à des directives européennes qu'ils appellent recommandations. Hein. Vous êtes obligés d'appliquer des recommandations. Voilà, vous êtes déjà chez Big Brother là, hein, chez Orwell. Et oui, parce que soit on recommande, soit on oblige, hein, mais on fait pas les deux en même temps. Hein. Sinon c'est du foutage de gueule. Et donc, à travers tout ça, on a un président de la République qui, lui, finalement, avait annoncé la couleur. Alors, on ne peut pas lui enlever ça. Il avait annoncé la couleur dès le jour de son élection en 2017. Tenez, regardez, ou écoutez plutôt. Voilà, donc vous avez reconnu, hein, c'est l'hymne à la joie de Beethoven qui est devenu, comme disent les Européens, l'hymne européen. Non, c'est l'hymne des commissaires de l'Union européenne. C'est tout, parce que il n'y a pas un citoyen européen qui a demandé à ce que ça soit le chef-d'œuvre de Beethoven qui devienne l'hymne de cette poubelle, quoi. Donc en clair, il faut détruire l'Union européenne, point barre, parce que sinon on s'en sortira jamais. Donc ça sert à rien d'aller bloquer les préfectures, il faut aller foutre le feu à Bruxelles et à Francfort, et puis transformer le Parlement européen en salle de concert. Voilà. Parce que faut vous dire que tous ceux qui sont salariés de l'Union européenne, hein, donc les commissaires, les députés, et tous les attachés en ci, les attachés en ça, les chefs de cabinet, les directeurs de chasse d'eau, enfin bref, c'est tout des parasites parce que ils sont payés par une institution qui ne sert à rien et que nous finançons nous avec nos impôts. Tout ça pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Hein, on donne 25 milliards chaque année à cette merde, et après c'est elle qui dit où elle redistribue le fric qu'on lui a donné. Et dans la foulée, vous avez dans certaines villes, c'est marqué ici l'Union Européenne finance tels travaux. Vous avez des pancartes comme ça, un gros foutage de gueule parce que en fait c'est nous qui nous autofinançons en passant par une institution qui se sert au passage. Voilà. Donc en gros, on rappelle ça, l'Union Européenne, ce n'est pas une démocratie, c'est une institution antidémocratique. Il y a un parlement où règnent des députés qui ne servent à rien puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. Il y a des commissaires qui prennent des décisions alors qu'ils ont été nommés par personne. Et vous avez la présidente de la Commission européenne qui, elle, non plus n'a pas été élue mais nommée. Et c'est ces gens-là qui nous imposent tout ça. Et avec la bénédiction des députés, là, qui, d'ailleurs, au départ, on ne disait pas Parlement européen, on disait que c'était une chambre consultative. On leur demandait leur avis, en leur faisant comprendre qu'on n'en avait rien à foutre. Quand je dis on, c'est la Commission, voilà. Il n'y a pas très longtemps, la chef des députés européens écologistes avait dit à Viktor Orban qu'il n'était pas le bienvenu, et elle avait précisé, ici c'est la démocratie européenne. Démocratie européenne. Elle a même pas vu que c'était un oxymore, cette conne. Parce que on essaye de faire passer le président de la Hongrie pour un fasciste et un illibéral. Alors là, il faudra qu'on m'explique ce que c'est que illibéral, parce que n'étant pas pro-libéral et pro-économie libérale, moi je dois être illibéral, donc fasciste. Hein, parce que si on essaye de comprendre le raisonnement des Européens. Donc vous voyez bien que c'est un foutage de gueule, parce que la démocratie européenne n'existe pas.
La démocratie française non plus d'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe au Parlement. Ben oui, l'Assemblée nationale ne sert plus à rien, mais ça nous donne l'illusion d'être en démocratie. D'ailleurs, on ne vote pas, on élit des gens. Donc on renonce à notre pouvoir pour le déléguer à quelqu'un qui n'appliquera pas son programme. En Suisse, ils votent, parce qu'il y a des votations. Nous, on n'a pas de votation. La dernière votation, bah, c'était en 2005, avec le référendum sur le traité constitutionnel européen. On n'en a pas voulu et nous l'ont servi quand même. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un agriculteur en colère avait monté un syndicat qui s'appelle Verte France. Et en fait, c'est un syndicat qui prône la sortie de l'Union européenne et qui est pour le Frexit. Et la Confédération paysanne devrait bien s'en inspirer, d'ailleurs, parce que je connais pas mal de gens à la Conf. Ils savent pas quoi penser sur l'Europe, ils savent qu'ils en veulent pas, mais en même temps, ils cherchent pas à en sortir. Alors c'est con. Alors là, on a un agriculteur qui est interviewé par Asselineau, et qui explique que clairement, de toute façon, la seule façon de sauver l'agriculture française et notre patrimoine, c'est de foutre le camp de cette Union européenne. Donc je vous laisse un extrait. Quelle est l'issue du mouvement? Solution, je vais le donner. Ah bah j'ai Comme ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, peu qu'on ça. Ah mais vous verrez, ça va se terminer comme Ça ça. va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah mais vous verrez. Vous avez plus réaliste comme solution. Non. Plus concret. On est à un mois du salon de l'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça va pas compliqué parce que le peuple lui a raison. Attendez, la parole. Voilà, je crois que vous n'avez jamais été... Bonjour d'abord Sébastien Béraud, comment allez-vous? Bonjour. Ben, ça pourrait mieux aller parce que c'est la colère, on est dans le marasme, rien n'est réglé, on en est au même point qu'en février et que les années antérieures. Et si on ne change pas, dans 6 mois, on en sera au même point. Est-ce que vous avez été réinvité sur CNews depuis l'esclandre que vous aviez fait en fait? Ben, en fait, ils m'ont posé la question, quelle solution pour sortir du marasme agricole? Ben, je leur ai dit Frexit. Et ils n'ont pas apprécié. Ils se sont décomposés devant moi, ils ne voulaient plus que je prenne la parole, et ils ne m'ont plus réinvité, alors que normalement ils avaient dit qu'ils me réinviteraient. Mais vu que quand on dit Frexit, on est un terroriste ou un facho, et ben voilà. Écoutez, je connais ça, vous imaginez, j'ai beaucoup de sympathie, d'amitié, non seulement pour vous, mais toutes les personnes que vous représentez. Alors, on en est où en ce moment dans le monde agricole? Est-ce que vous avez encore un petit espoir? Enfin, d'abord, est-ce que vous avez autour de vous un certain nombre de réseaux de gens qui vous font confiance? Et puis, qu'est-ce qu'on pense en ce moment dans le milieu agricole, justement, sur cette affaire de Mercosur? Est-ce que vous pensez que Macron, comme il l'a dit dans l'avion, il a dit « je vais essayer de continuer à défendre les agriculteurs ». Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense que c'est un pompier pyromane, comme toujours. Moi je suis allé au Brésil il y a 1 mois et demi, j'ai discuté avec des agriculteurs brésiliens. Voilà, dans leur tête, pour eux c'est fait. Hein. C'est fait parce qu'aujourd'hui ils peuvent nourrir 2 milliards d'habitants et avec 60% de forêt amazonienne. Donc il suffit juste qu'ils déforestent un peu plus et ils vont pouvoir nourrir la moitié de la planète. Là-dessus, on a un Premier ministre qui s'appelle Michel Barnier qui avait dit il y a une quinzaine d'années et qui avait reconnu que 70 à 75% des lois qui sont votées en France sont rédigées à Bruxelles par les commissaires. Donc si on lit les recommandations, les directives européennes, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh ben, je m'aperçois que... Ah, c'est marrant ça, ce qu'ils ont voté au Parlement français, ça a été écrit à Bruxelles. C'est rigolo ça, hein. Là, les prochaines casses, eh ben, ça sera la sécurité sociale et puis la privatisation petit à petit de l'éducation nationale et des autres services publics. Et pour terminer là-dessus, sur l'Union européenne, je vais rappeler ce que Jacques Delors avait dit lors du congrès de la CFDT, c'était en 1992, si mes souvenirs sont bons. Et il explique bien ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque lui, il en est l'auteur.
Donc, et il était fier aussi de ce qu'il avait fait dans les années 80, dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Vous vous souvenez, c'était l'époque où la France était devenue soi-disant socialiste avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Donc je vous mets l'extrait de Delors, hein, vous voyez, et après ça on comprend tout ce qui nous arrive. Tenez, voici le discours de la crevure. Ouais, c'était au congrès de la CFDT en 92. Puisque nous sommes entre amis et en petit comité, je puis vous dire que je suis également extrêmement fier d'avoir réussi à faire 3 choses importantes à mes yeux quand j'étais au gouvernement. Premièrement, j'ai réussi à désindexer les salaires, ce qu'aucun gouvernement de droite n'a jamais réussi à faire, alors qu'ils en rêvaient depuis toujours. Deuxièmement, j'ai réussi à imposer au pays, sans révolte sociale, un plan de rigueur qui a dû faire pâlir Raymond Barre de jalousie. Troisièmement, et surtout, j'ai réussi à convaincre mes amis socialistes qu'il fallait donner de la primauté au marché et donc rétrocéder au secteur privé marchand les services publics non régaliens. Et voilà, ça s'appelle se faire enculer en beauté. Et dire qu'on a voulu mettre ce mec au Panthéon. Ces derniers temps, des anciens ministres ont été convoqués par des sénateurs lors d'une commission d'enquête parlementaire au Sénat. Et donc il y avait Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et son remplaçant. Il n'y en a pas un qui a reconnu qu'il avait fait une erreur ou des erreurs. Et grâce à ces mecs-là, depuis qu'ils sont au pouvoir, on a dépassé les 3000 milliards de dettes. Soi-disant, hein, parce que déjà, il faudrait qu'on nous dise à qui on doit du fric. Parce que, oui, le créancier s'inquiète et tout, mais c'est qui les créanciers? Parce que, si ça se trouve, ils n'ont pas besoin de pognon, ces créanciers-là. La majeure partie de la dette publique française, qui s'élève à 3200 milliards d'euros, est détenue par des créanciers étrangers, notamment la BCE, ainsi que des banques et des fonds de pension. C'est balèze, hein? Et si on leur faisait un gros doigt comme ça, alors disons, de toute façon, si on ne paye pas nos dettes, vous resterez quand même riche. Alors, on ne va pas s'amuser à payer des dettes dont on n'est pas responsable. Donc, ceux qui ont causé ce gros trou, ces grosses dettes, et qui se sentent même pas responsables de ça, hein, les 4 que j'ai cités, normalement, ces gens-là devraient les traduire à la CPI, c'est la Cour pénale internationale. Parce que ces Mozart de la finance, avec leur génie, ils ont réussi à faire en sorte que tout un peuple soit en train de crever. Donc, ils devraient répondre de leurs actes. Alors, l'effet Trump. Alors, on m'a demandé ce que j'en pensais de l'élection de Trump. Ben, j'en pense pas grand-chose. Trump, c'est pas trop mon trip. Enfin, moi, j'ai jamais été pote avec des phallocrates, des machos, des racistes, des gros beaufs. Quoique si, des beaufs, j'ai des copains qui sont beaufs, moi je le suis un peu aussi si on va aller par là. Parce que maintenant, il faudrait déterminer à partir de quand on devient un beauf. Mais là, bon, c'est pas du tout mon modèle, Trump. Et par contre, moi, ce que j'en retire, c'est que c'est pas que c'est un raz-de-marée Trump, c'est pas un tsunami, c'est simplement le camp de Trump s'est maintenu, ne s'est pas réduit, alors que le camp démocrate, lui, s'est effondré totalement. Mais il y a des raisons à ça. D'ailleurs, il y a une inversion d'épaule, parce que ce qu'a fait Trump pendant sa campagne, la façon dont il s'est adressé aux gens, c'est ce que la gauche chez nous devrait faire. C'est ce qu'il a été dans une posture universaliste. Il a fait une campagne universaliste, alors que Kamala Harris, elle a fait une campagne communautariste. Elle s'est adressée à des communautés. Donc il y a comme une inversion d'épaule, parce que ça sera à la gauche d'être universaliste. Ben là, c'est pas le cas. Enfin bon, si on considère que Kamala Harris est une nana de gauche, enfin que le Parti démocrate est un parti de gauche, ça reste à prouver, parce que pour moi le Parti démocrate c'est une espèce de macronisme qui a réussi entre guillemets parce qu'ils ont de la puissance. Mais bon, d'abord Kamala Harris, comme je disais, elle s'est adressée à des minorités, elle a fait de la démagogie avec ces minorités, et en plus elle avait le soutien de tous les médias américains, et de tous les médias occidentaux d'ailleurs. Enfin, il faut voir que 90% des médias
occidentaux et américains ont dit du bien de Kamala Harris, ce qui veut dire que seulement 10% ont dit du bien de Trump. Donc en fait, elle avait tous les pouvoirs médiatiques avec elle, elle avait aussi les multinationales, sauf Elon Musk, que maintenant on diabolise, mais elle avait les autres avec elle. Tout s'est effondré, c'est-à-dire que au départ, la gauche avait des valeurs, et ceux qui représentent la gauche actuellement, officiellement, n'ont aucune valeur, ne savent même pas ce que sont les valeurs de la gauche, ils n'ont même pas une idée de ce que sont les fondements de la gauche. Hein? Il faudrait poser la question aux gens, c'est quoi être de gauche? Vous allez voir les réponses. Ben, les réponses c'est simple, il y en a qui vont dire moi je suis de gauche parce que je suis humaniste, voilà, c'est ce que j'entends souvent. C'est parce que je suis de gauche parce que je suis pour le progrès social. Alors c'est déjà une explication. Je suis de gauche parce que je suis pour la tolérance et la liberté d'expression. Et je suis pour la défense des minorités, parce qu'elles sont persécutées. Voilà, c'est parce qu'à chaque fois que je posais la question, c'est les réponses que j'avais. Hein. Et c'est tous des gens qui se disent vraiment à gauche, hein, mais en fait, quand on creuse bien, ils nous font comprendre qu'ils font partie du camp du bien, en fait. Voilà, ils sont de gauche parce qu'ils défendent le bien contre le mal. Ben, c'est un peu léger. Alors évidemment, il y a l'écologie. Alors l'écologie au centre de tout. Je disais, la gauche, elle combat le capitalisme, donc c'est bon pour l'écologie. Ah oui. Oui, oui, oui. Ils soutiennent à fond la transition énergétique, alors que la transition énergétique, elle remplit les fouilles des grands capitalistes. Les parcs éoliens, les panneaux solaires, les voitures électriques, les trottinettes électriques, etc. Les data centers qui soi-disant, paraît qu'il faut écrire des mails plutôt que d'écrire des lettres en papier parce qu'on détruit des arbres avec le papier. Voilà les réponses auxquelles j'ai eu droit. Alors, pourtant, pour moi, c'est trop léger, et je me dis, si les gens ne savent plus pourquoi ils sont de gauche, mais que bêtement ils votent pour des partis de gauche parce que c'est le moindre mal, parce que c'est les plus gentils, ben on va pas très loin, hein, c'est les bisounours. Alors déjà, faire un truc, c'est que on va aller à l'essentiel. Être de gauche, c'est quoi? Il y a deux façons de voir le truc. Si on parle d'économie, et qu'on y accroche le social, pour quelqu'un de droite, l'humain doit être au service de l'économie. C'est-à-dire que nous devons faire marcher l'économie, nous devons faire en sorte que l'économie se porte bien, pour qu'il y ait un ruissellement, pour que ça revienne vers nous, pour qu'on puisse en tirer les bénéfices. Ce qui n'arrive pratiquement jamais, enfin à part ceux qui sont déjà dépossédants, qui ont du pouvoir, eux ils en tirent des bénéfices, mais à la base que dalle, c'est des miettes de miettes quoi. Et quand on est de gauche, logiquement on est censé défendre l'idée que c'est l'économie qui est au service de l'humain. On crée de la richesse, donc on crée un système économique à partir de cette richesse, et cette richesse doit être distribuée équitablement à toutes les forces productives. On crée de la richesse, on finance le social, on finance les services qui sont vraiment au service du public. Ça, c'est la gauche. La création de la sécurité sociale, c'est la gauche. D'ailleurs, c'est un système socialiste à l'état pur qu'on a et qu'on essaye de nous foutre en l'air, puisque l'Union européenne, j'y reviens, elle, son but, c'est de supprimer tout ce qui ressemble à du socialisme. Et Madelin l'avait bien dit, Alain Madelin, qui était le ministre de l'économie sous Chirac, il avait dit l'Union européenne est notre assurance vie contre le socialisme. Voilà la différence entre la gauche et la droite. C'est tout, il faut s'en tenir à ça. Si quelqu'un dit je suis de gauche, je me présente pour faire une politique de gauche où l'économie serait au service de l'humain, il faut lui dire, mon grand, si tu veux faire ça, tu fais le Frexit. Et puis après on te croira. C'est pas plus compliqué. Jordan Bardella a déjà écrit ses mémoires. Il a 29 ans. Vous voyez, plus on avance dans le temps, plus on devient vieux, jeune. Moi je trouve ça triste qu'à 29 ans on rédige ses mémoires. Et ça s'appelle Ce que je cherche.
Ben, je sais pas, mon pote, il faudrait que tu trouves parce que là, pour l'instant, on est en panne. Hein. Il se présente comme opposant à Macron. Quand on l'écoute parler sur l'Union européenne, sur l'Ukraine, sur le conflit israélo-palestinien, etc., il dit la même chose que Macron. Et il est où l'opposant là? Alors la différence c'est qu'il va dire qu'il est souverainiste, qu'il est patriote. Ben, déjà il n'est pas souverainiste puisque il veut pas sortir de l'Union européenne, ni de l'OTAN et ni de l'euro. Donc déjà c'est un mensonge. Patriote, ça on s'en fout. Je veux dire, on met tout et n'importe quoi derrière ce mot patriote. D'ailleurs j'aime pas ce mot patriote parce que pour moi la patrie c'est les monuments aux morts dans chaque village qui en parlent le mieux. Ça ne m'empêche pas d'aimer la France, j'adore la France et son prestige, et j'ai pas envie de la voir disparaître comme ça. J'aime mon pays, même si je suis en désaccord avec la patrie et que je ne suis pas patriote, je suis plutôt fratriote. Je me sens plutôt solidaire des tribus amérindiennes qui sont au fond de l'Amazonie là-bas, et qui en bavent, et que chaque fois qu'on fait un pet de travers chez nous, ça rejaillit sur eux, quoi, vous voyez. Donc moi c'est mes frères ces gens-là, ils m'emmerdent pas et moi je les emmerde sans le vouloir, voilà, parce que je vis comme un bourgeois. Compétence et jeunisme. Alors moi ce que je vois c'est que depuis 50 ans, même plus, on a vu se succéder des tas de gens ultra compétents, ultra diplômés, des gens soi-disant super intelligents, qui ont eu à gérer notre pays, qui ont eu les dossiers en main, et puis on voit où on en est aujourd'hui, quoi. Et pourtant, ces gens-là ont tous fait des grandes écoles, ils savaient tout sur tout, et ils nous faisaient bien comprendre que nous, on était des cons et tout ça, et qu'on devait acquiescer à tous leurs projets, à toutes leurs décisions, surtout. Après la période de plusieurs décennies des ultra-compétents des grandes écoles, on a en plus de ça le jeunisme. Parce que les mecs, ils sortent de master, de doctorat et tout ça, et ils s'estiment ultra compétents parce qu'ils sont bardés de diplômes. Bon, il faut savoir déjà que les diplômes n'ont plus la même valeur maintenant qu'il y a 50 ans. Je veux dire, un mec qui avait le bac en 75, c'est pas le même bac que celui qui aura lieu en 2025, vous voyez ? Je veux dire, Didier Raoult explique très bien qu'il y a une baisse de QI, qu'on est de plus en plus con, et que c'est pas lui qui le dit, mais c'est chiffré, hein, c'est des recherches. Si vous regardez, c'est pas que les points de QI, on peut dire que le QI c'est une mesure qui est peut-être artificielle, mais si vous regardez PISA, c'est la manière de lire. La chute du QI prévient déjà le chaos, selon vous? À mon sens, c'est un des éléments qui doit amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de devenir notre civilisation si on est de plus en plus bête quand même. On est de plus en plus bête, on est de plus en plus gros. On est une civilisation malade, il y a quelque chose qui se passe qui est extrêmement inquiétant, je trouve. Et on est une civilisation dans laquelle, assez paradoxalement, ceux qui échappent à cette pathologie, cette maladie et cette bêtise, qui sont les gens d'Extrême-Orient, ont un taux de reproduction qui est ridicule, disparaissent. C'est-à-dire que le Japon va disparaître. Donc si on ajoute ultra compétence plus jeunisme égale gros dégâts et 3000 milliards de déficit supplémentaire, et le collapse général qu'on subit en pleine tronche, on se dit que finalement, il vaudrait mieux mettre à la tête du pays des vieux cons incompétents. Voilà, dans mon genre, vous voyez. Dire, mettre un mec que moi, saltimbanque et éducateur, hein, moi je veux bien, de toute façon. Oh, tiens, pourquoi pas, là, je vais écrire aux maires de France pour qu'ils me donnent leur signature, et je veux bien être président de la République, parce que moi, je sais ce que je voudrais en faire de la France. Je voudrais, grosso modo, en faire la même chose que ceux qui étaient sur les ronds-points avec un gilet jaune. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je vous avais promis une surprise, je vais vous la donner tout de suite. Vous savez, il ne faut pas, contrairement Après, j'ai à une ce que question dit sur les États-Unis. le président qui dit en même temps,
en même temps, n'existe pas. Ce qui existe, c'est entre soi. Donc les gens qui sont ici à Paris, et en particulier dans les arrondissements à un numéro, ils pensent tous pareil. Et si vous regardez les élections européennes, c'est pas moi, vous regardez sur Wikipédia, c'est pas que j'aime Wikipédia, mais là ils peuvent pas tricher. Vous regardez la carte des élections, et vous voyez, vous savez, la carte des élections en France est très très bien décrite depuis des années par Emmanuel Todd. Le nord est bleu, le bas est plutôt rose, et là vous regardez simplement le bleu, c'est le parti qui a eu le plus de voix. C'est tout bleu, c'est le RN en pratique, le rose est en bas, dans le sud-ouest et dans le sud-est, et le jaune, il n'y a qu'à Paris qu'il y a du jaune, ça c'est Macron, entouré de rouge vif, ça c'est LFI. Et donc, vous croyez ici à Paris, parce que vous parlez entre vous, que les gens pensent comme vous, mais vous êtes incroyablement minoritaire. Et bien ça, on le dénonce tous les soirs dans notre émission. Arrêtez de m'indiquer comme ça du doigt, là, je me sens gênée. Non, je vous décline. Mais tout à fait d'accord. Cette différence. Et vous voyez la même chose aux États-Unis, il se passe exactement la même chose. Regardez, donc ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que... La ville, la ruralité, les élites, le peuple, tout ça. Même la ville, non, Paris et le reste. Oui, oui, oui. C'est pas la ville, c'est Paris. Et donc moi je pense que ça va mourir, Paris, hein. Je pense comme Versailles. Pour moi, Paris, c'est le Versailles moderne.